Bonjour et bravo déjà pour l'effort. Vous avez choisi d'assister à une activité d'apprentissage à distance en méthodologie de recherche à l'attention non exclusive des étudiants cadres de santé en promotion sociale. Bienvenue dans mon bureau. Il est temps de commencer ce cours, ce troisième épisode, quatrième en réalité, puisqu'on a décomposé l'entretien en deux épisodes, se consacre sur le dernier outil, l'observation. L'observation et sa balise qui lui correspond, en tout cas dans vos notes de cours, c'est ce troisième outil dont on a déjà parlé quelque part, puisque dans un entretien, certains m'ont posé la question à propos du non-verbal, c'est que dans un entretien ou dans un questionnaire en passation directe, si vous vous souvenez de cette distinction, il y a des éléments d'observation. Je pourrais même tirer encore le trait en disant que tout est observation, on va dire, puisque enquêter, c'est observer une réponse à un questionnaire, c'est observer une réponse à un entretien, c'est observer un comportement, une attitude. On va revenir sur cette distinction un petit peu plus après. La notion d'observation est une notion très très vaste, avec des significations allant varier, mais si je reprends comme souvent l'étymologie de ce terme-là, ça signifie bien euh, porter son attention sur. Porter son attention sur un objet de recherche ici, puisque, encore une fois, l'observation n'est pas un outil d'évaluation professionnelle, l'observation n'est pas un moyen d'influencer le comportement, quoique, j'y reviendrai juste après, et vos démarches opérationnelles, telles que vous allez les imaginer désormais dans votre macro-I, voire dans votre I, est une phase d'observation proprement dite. Je pourrais même encore dire que votre démarche conceptuelle qui précède ou qui suit, selon le cas, votre démarche opérationnelle, dite ici observatrice, je pourrais aussi dire qu'une démarche conceptuelle, c'est de l'observation. Vous observez un certain nombre de notions, vous observez un certain nombre d'auteurs, de courants de pensée, de paradigmes, vous observez aussi votre critique, votre représentation sociale aussi évoluer sur ces notions et ces auteurs, bien entendu. Donc, porter son attention sur, c'est une notion que nous allons utiliser ici dans son versant méthodologique, mais on a vu qu'elle avait énormément de signification, particulièrement dans ces métiers impossibles. Vous savez que je les sollicite souvent, hein, c'est que ces métiers dits impossibles sont souvent des métiers où l'observation a une part, j'allais dire belle, mais non négligeable en tout cas, dans les pratiques de ces métiers impossibles. Alors, avant de rentrer dans un univers très méthodologique, rappelons quelques fondamentaux, en tout cas un fondamental particulier en termes d'observation. Si tu m'observes, je t'observe aussi. L'interaction est inévitable quelque part. Je vous ai dit dans la conduite de l'entretien, qu'il soit individuel ou collectif d'ailleurs, c'est que on bénéficie, nous, lui et moi, d'une observation réciproque, quelque chose qui ne peut pas être neutralisé. Je prends souvent l'exemple quand je m'adresse à des soignants, quand je touche quelqu'un, je suis touché en même temps, avec y compris cette dimension symbolique. Observer quelqu'un qui agit ou quelqu'un qui parle dans le cadre d'un entretien, eh bien lui fait exactement pareil. Nous sommes face à une activité des plus humaines, bien entendu, qui va inévitablement engendrer son lot d'effets, plus ou moins désirés. Les biais, encore une fois, sont inévitablement présents. Et le fait de dire si j'observe, je suis observé, c'est déjà un sacré biais, puisqu'on pourrait replacer la désirabilité sociale dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qui m'attend Qu'est-ce qu'il attend de moi en termes de comportement? Quelle attitude vais-je prendre pour répondre ou pas à cette demande que j'estime être la bonne? Il va de soi que cette réaction que je viens de décrire, elle colle assez bien quand le chef vient observer ses subordonnés dans le cadre de certaines pratiques, par exemple. Ici, et ça va être difficile puisque je vous parle de biais, va être donc de pouvoir limiter les effets d'influence de mon observation sur le comportement ou l'attitude des observés, si je peux parler ainsi. C'est ça la dernière phrase en fait. Ça veut dire que intégrer ce rapport observé-observant, j'aurais pu écrire observant-observé,
euh, c'est inévitablement une source de questionnement, d'interrogation et donc méthodologiquement sensé qu'il faut rajouter si vous utilisez ce moyen d'enquête ou si vous rajoutez une dimension observatrice dans la conduite de vos entretiens ou dans leur analyse en tout cas. L'observation n'est donc pas un outil négligeable et il a quand même un avantage par rapport aux deux premiers, c'est qu'on recueille ce que les gens font effectivement. Avec quelques nuances toutefois, c'est des écarts dans l'observation. Alors, ceux qui ont été scouts ou qui ont fait partie de mouvements de jeunesse, d'activités comme ça, savent peut-être ce qu'est ce jeu qu'on appelle le KIM. Eh bien, le KIM va être l'occasion de souligner un certain nombre de choses. Plusieurs façons de jouer au KIM. Je cache un certain nombre d'objets disparates sous une couverture. Je lève la couverture et je laisse un certain temps pour le candidat joueur d'observer ces objets. Je recours et je lui demande de me donner tous les objets ou tous les objets qui commencent par la lettre B ou tous les objets de couleur rouge, etc. Donc ça demande un certain talent d'observation et plus exactement de restitution de cette observation. Si j'accentue encore le phénomène, et c'est un phénomène que vous avez peut-être déjà dû ressentir et que je vis souvent moi en tant que professeur, puisque si je vous observe, vous m'observez aussi, et vous savez très très bien que face à la même réalité, aux mêmes objets, aux mêmes professeurs, entre vous, l'observation ne va pas être identique et va présenter certes des points de convergence, voire de similitude, mais des points de divergence, des écarts, comme je viens de vous en parler, bien entendu. C'est-à-dire que chacun récolte un tout petit peu les données, les informations qui lui semblent les plus pertinentes. Ce seuil de perception est extrêmement variable d'un individu à un autre. Probablement que certains métiers nous exercent à plus d'observation que d'autres. Par des habitudes de vie personnelle, sportive par exemple, vos talents d'observation peuvent se voir développer. C'est aussi une perception qui peut être modifiée par la situation et les enjeux qu'on y met. Si la situation me passionne peu, je vais être probablement moins observateur que si je suis pris dans cette action pour toute une série de raisons bien entendu. Donc tentons de résumer cette situation-là en disant, et on va le répéter, que rien ne peut être globalement, même si je vais utiliser l'adjectif observé. Ça veut dire que tout un chacun, et c'est reconnaître notre humanité avec sa part d'erreur, et c'est pas nécessairement une faute, c'est que je ne vois que ce que j'ai envie de voir, et je ne vois pas ce que je ne veux pas ou que je ne peux pas voir et donc observer. C'est sûr que voir, regarder, observer, il y a peut-être des nuances conceptuelles que nous aurions pu faire, mais vous avez aussi compris l'intention, bien entendu. Nous n'avons d'ailleurs pas les moyens cognitifs pour rassembler toutes les informations d'une situation, surtout si elle est complexe, mais nous sélectionnons par rapport à notre histoire de vie, par rapport à nos habitudes, par rapport à nos représentations sociales. J'insisterai donc lourdement. La réalité n'existe pas stricto sensu. Ma réalité, c'est comme ça que je devrais le dire, c'est la somme de mes perceptions avec toutes ces autres, de non-perception de la réalité. Personne ne peut détenir l'entièreté de cette réalité. Donc ma vérité est toujours une partie de la réalité basée sur cette perception, mes observations pour être complet. On est donc bien face à un phénomène de construction. Et voilà, c'est un mot que j'ai aussi utilisé pour construire un questionnaire, mais là vous êtes face à vous-même et à votre problématique et à votre méthode. Dans l'entretien, on a parlé de co-construction. Dans l'entretien de groupe, j'ai même parlé de co-co-co-co, si vous vous souvenez, construction. Ça veut dire que chacun va élaborer une image qu'on peut appeler mentale si on est en psycho, qu'on peut appeler représentation sociale si on est en socio, mais c'est ma construction. Et ma construction va au-delà des seules données observées et recueillies, puisqu'il y a d'autres influences qui ont lieu. Je vous parlais tout à l'heure de votre histoire personnelle, par exemple, de la légitimité de votre rôle d'observateur, bien entendu. Ça veut dire que quand je disais intégrer le rapport observé-observant, observant-observé si vous voulez, hein, c'est bien entendu quelque chose qu'il faut interroger en réalité. Hein. Qu'ai-je bien pu observer?
Qu'ai-je négligé dans mon observation? Et on va soulever un certain nombre d'adjectifs qualificatifs sur ces éléments-là juste après. Parce que cette nuance est importante, parce que si je considère que ma perception, mon observation, c'est la réalité, inévitablement, l'analyse et plus encore l'interprétation va être lourdement faussée, et c'est probablement bien plus mes représentations sociales qui auront modifié l'objet d'étude que la population visée, par exemple, par la démarche. Intéressons-nous donc maintenant au-delà de cette dimension très subjective de l'observation, parce que il n'y a pas vraiment de moyen d'enquête strictement objectif. On voit bien l'enjeu de cette terminologie. Je viens de vous le dire, intéressons-nous donc à ces biais, à ces variables d'influence qui vont inévitablement modifier ma perception, modifier l'analyse, modifier aussi le comportement de l'autre. Et on aura l'occasion d'ailleurs, vous m'avez entendu dire attitude ou comportement, de souligner une différence. Et non des moindres, bien entendu. Alors, quelles sont ces variables d'influence, ces biais, que nous allons tenter de contrôler ou au contraire d'utiliser? On retrouve cet aspect un peu ambivalent par lequel il faut choisir dans l'utilisation des biais. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la manière dont j'observe, ce que j'observe et ce que je n'observe pas, ce que j'occulte, que je néglige dans mon observation, est directement rattaché à mon histoire, à mon vécu, à aussi mon entraînement dans l'observation, et on pourrait déjà parler d'un certain nombre d'effets comme la congruence ou le contraste. La congruence, c'est quand je me sens proche de la situation ou de la personne observée, ou le contraste quand il y a une distinction. Vous avez vu, mon attitude a lourdement changé. Ça veut dire que le vécu de l'observateur a une influence non négligeable sur sa capacité à observer de manière méthodologique une situation. Il faut donc se mettre au clair avec ça. C'est bien sûr l'intérêt de votre démarche conceptuelle, bien entendu, parce que cette démarche conceptuelle va agir comme votre histoire personnelle. Donc là, on a une dimension méthodologique supplémentaire, comme un cadre de référence. C'est toujours par rapport à un cadre de référence que j'observe quelque chose. Il y a ce phénomène d'attribution de sens sur lequel je reviendrai qui se fait très, j'allais dire naturellement, très spontanément en tout cas. Variable d'influence suivante, la présence de plusieurs stimuli. Alors, il va de soi que si dans la même situation, imaginons un entretien de groupe où il y a 12 personnes plus moi qui sont en train d'interagir, il y a de nombreuses sources d'informations, de nombreux stimuli qui apparaissent, qui se produisent en même temps ou de manière séquentielle. Enfin bref, ça peut parfois aller très très vite. Alors là, deux possibilités, soit on va négliger certains stimuli, c'est d'ailleurs comme ça que fonctionne notre thalamus pour les amateurs de neurophysiologie, mais bien souvent ce qui va se passer quand je suis en situation d'observation, c'est encore une fois le retour du paradigme quantitatif. La quantité d'un stimuli va inévitablement m'amener à me focaliser, à m'hyper-focaliser sur cet élément, alors qu'il n'est peut-être pas le plus contributif de la situation. On va retrouver cet élément très quantitatif, je le répète, dans l'analyse de contenu, dans une certaine forme d'analyse de contenu, bien entendu. Donc, plusieurs stimuli en même temps, la répétition de ce stimuli va inévitablement modifier notre manière de se focaliser sur une partie de la situation, de la scène si vous préférez, ou au contraire de la mettre en hypo, voire complètement la négliger. On retrouve là des phénomènes liés à notre acuité visuelle, notre acuité auditive, notre acuité au sens le plus plein du terme. Je reprends souvent comme cas le phénomène d'un stimulus qui se répète, comme le bruit d'un train si on habite près d'un chemin de fer. Le bruit ne disparaît pas pour autant, mais vous ne le percevez plus, tout simplement parce que vous lui avez attribué un sens et vous ne le comptabilisez plus. En tout cas, ce sera un choix méthodologique dans ce cadre-ci. Biais suivant, qui reste aussi très attaché à la neurophysiologie, j'insiste bien, c'est la persistance de la perception. Là, ici, on est dans un biais que j'ai peut-être déjà mobilisé, qui s'appelle l'effet de halo. Ça veut dire, le halo, c'est cette lumière qui entoure un objet en particulier.
Une manière d'expliquer la persistance de la perception, c'est très lié à notre olfaction. Il y a des odeurs qui nous restent dans le nez alors que nous ne sommes plus en contact avec la situation où il y avait cette odeur agréable ou désagréable, bien entendu, hein. C'est bien cette idée-là, c'est que cette première impression, elle va avoir tendance à s'incruster. Je parlais dans une autre capsule vidéo de la question inaugurale qui va influencer. Eh bien, nos premières perceptions ont une influence non négligeable et ont tendance à persister au-delà de l'observation. Il va falloir donc lutter contre tous ces éléments-là, bien entendu, et il en est de même pour la concentration sur des éléments saillants. Alors, le bon moyen pour vous parler de la concentration, j'aurais pu reprendre le mot focalisation sur les éléments saillants, c'est particulièrement quand on observe la vie, la dynamique d'un groupe, c'est se concentrer sur les moments de vie un peu intenses, je pourrais parler des conflits bien entendu, en voulant résumer la vie du groupe à ces moments saillants parce qu'ils sont plus facilement observables. Ça peut être intéressant, mais c'est un biais néanmoins puisque ça ne représente pas la globalité ou en tout cas la totalité de la situation observée. Donc on voit bien que le nombre de variables d'influence est non négligeable et on peut aussi caractériser ça comme le phénomène de cristallisation, hein, qu'on avait d'ailleurs étudié avec la typologie des changements. Se cristalliser, c'est se fixer sur quelque chose en négligeant encore une fois un certain nombre d'autres aspects. Ça réclame beaucoup de sagacité dans l'observation. Je vais vous parler dans l'introduction de cet incontournable, que le fait que je suis observé, j'observe aussi. C'est-à-dire que c'est pas tellement le fait de se savoir observer, c'est le simple fait que quelqu'un se place comme observateur dans une situation. Alors que d'habitude, d'accoutumé, la situation ne bénéficie pas de cet acteur supplémentaire. J'ai bien dit acteur parce que même si l'observateur se veut le plus neutre possible, relisez ce qu'on a dit de la méthode sociologique, par exemple, de son intégration, même si elle se veut la plus périphérique, voire carrément soi-disant absente, inévitablement, la présence de l'observateur va être vécue et va avoir ses effets sur les conduites. Ce biais s'appelle l'effet Hawthorne. Oui, on en a déjà parlé dans le cadre du cours de psychosociologie. C'est les effets de la situation. J'aurais pu déjà en parler dans le cadre de l'entretien, mais je vous en ai parlé puisque je vous ai dit que l'entretien, avant d'être un outil de recueil des données, était avant tout une situation de rencontre de deux individus qui allaient respectivement et respectueusement, j'espère, s'observer. L'effet Hawthorne a été défini comme ayant un effet valorisant des comportements observés. Alors, il est temps de préciser maintenant que ces écarts de comportement, qui, dans l'expérience d'Elton Mayo, ont été jugés positifs, donc les ouvrières ont présenté des comportements plus favorables que ce qu'ils avaient l'habitude de faire sans cette observation. Mais aussi, on peut très bien imaginer un effet Hawthorne inversé, hein, un petit peu comme fonctionne la désirabilité sociale, puisqu'il y a un aspect normatif non négligeable. Vous imaginez donc si c'est un chef qui observe la puissance du coup de l'effet Hawthorne cumulé à la désirabilité sociale de la norme représentée par le cadre, c'est quand même loin d'être négligeable. Donc, retenons que cette présence de l'observateur va influencer les conduites, je préfère utiliser ce terme-là, avec la difficulté de savoir si la conduite est modifiée dans un sens ou dans un autre. Alors, il est temps de préciser une distinction très conceptuelle entre attitude et comportement. On espère souvent observer des comportements, mais à cause de ce biais, on observe le plus souvent une attitude. Une attitude, c'est quelque chose qui est construit ponctuellement, pour une occasion, pour pouvoir aussi parfois expérimenter un certain nombre de choses, y compris la confiance à accorder à l'observateur. On va retrouver ça dans certains critères d'observation d'ailleurs. Ça veut bien dire que quand j'observe quelqu'un, sauf s'il est habitué à ma présence, c'est très probablement une attitude que j'observe. Une attitude, c'est quelque chose de ponctuel, quelque chose qui n'est pas durablement installé. Parce qu'une conduite qui est durablement installée
peut être caractérisé de comportement. Ceci étant dit, nous pouvons poursuivre, bien entendu, et on s'observe bien que la présence de l'observateur peut progressivement être lissée dans ses biais, dans ses effets difficilement contrôlables. On l'a bien compris, le temps fait bien les choses. Deux idées, même quand il n'y a pas de présence physique de l'observateur. Mettez une caméra, même factice, dans une pièce. Ne cachez pas cette caméra, bien entendu. Au contraire, donnez-lui de la visibilité par une pancarte. Enfin, bref, il y a toute une série d'études qui ont été faites à ce sujet. Parfois, certains gags ont été découverts, bien entendu. Eh bien, vous allez voir les personnes tenir compte dans leurs attitudes, donc modifier leur comportement pour reprendre momentanément une attitude parce qu'il y a la caméra. Parce qu'ils supposent que derrière cette caméra, il y a un ou plusieurs observateurs. Ils se sentent observés. L'avantage, et on s'en aperçoit plus dans nos pratiques de tous les jours, c'est que nous sommes maintenant et partout filmés à plusieurs dizaines, centaines de reprises par jour, et on finit par s'y accoutumer. Donc, le phénomène d'accoutumance, qui peut parfois avoir des aspects pathologiques, on va vite fermer la parenthèse, mais on voit bien ici que s'accoutumer à l'observation va améliorer le seuil de perception, la relative objectivité des comportements va pouvoir être approchée. On va donc ressouligner ça dans l'étape suivante, puisque l'étape suivante va être de déterminer les différents types d'observations. Alors, je ne vais pas imaginer tous les scénarios, je vais plutôt les proposer chaque fois avec des alternatives d'adjectifs qualifiant l'observation. À vous de les composer si vous optez pour une pratique observatrice dans le cadre d'une enquête. N'oubliez pas non plus que tous ces éléments théoriques et méthodologiques de la recherche peuvent vous aider dans d'autres activités où l'observation a un rôle à jouer, bien entendu. J'ai failli oublier ce dernier détail. Si le temps fait bien les choses, la proximité sociologique de l'observateur peut être aussi un élément. J'en ai quelque part parlé quand j'ai effleuré, et ça arrive souvent quand même que je l'effleure, cette notion, ce biais plus exactement de désirabilité sociale, c'est que ces biais-là, donc l'effet Hawthorne, l'effet cristallisation probablement aussi, va être réduit par le temps, mais va aussi être réduit si les observés sentent que l'observateur est relativement proche. Je répète pour la deuxième fois, relisez tout ce que j'ai pu vous dire dans le cadre de la méthode sociologique. On accepte plus facilement d'être observé par un de ses pairs que par un supérieur, bien entendu, on retrouve là l'aspect normatif. Manière de résumer toutes ces variables d'influence, et j'en ai probablement, certainement, oublié un certain nombre, c'est qu'aucune donnée de l'observation ne peut prétendre être la réalité, pour toutes les raisons qu'on a approchées par cette diapositive et la précédente, bien entendu. Intéressons-nous maintenant, je vous ai dit, avec des qualificatifs, vous voyez mes mains, ça se présente sous la forme de deux colonnes où l'observation va pouvoir être organisée de différentes manières. Une observation peut être ou globale ou focalisée. Ça tombe bien, le mot focalisé, je l'ai utilisé avec hypo et hyper. La focale, c'est un terme de photographie ou de cinéma d'ailleurs. La focale, c'est l'angle sur lequel vous allez déterminer votre observation. Il va de soi que si on reprend nos habitudes très paradigmatiques de distinguer le quantitatif du qualitatif, si on était en réalité non pas augmenté mais pédagogique dans une enceinte de cours, j'aurais pu vous poser la question, mais ces deux types d'observations, à quel paradigme appartiennent-ils? La réponse qui semble la plus facile à formuler, c'est que l'observation focalisée, comme elle rétrécit, comme elle réduit son champ d'observation sur un point précis, ce degré de focalisation signale bien une approche plus quantitative, quantitativiste, bien entendu. L'approche globale, bien entendu, est une approche plus qualitative qu'on pourrait imaginer dans une méthode clinique ou une méthode socio-clinique, bien entendu, avec, on va voir comme conséquence, beaucoup plus d'informations en quantité dans la globale que dans la focalisée, puisque dans la focalisée, on a évacué un certain nombre d'éléments d'observation. Le KIM a fonctionné avant, a priori, puisque l'apriorisme est une vertu ou une qualité, en tout cas, du paradigme quantitatif.
Deuxième mode de distinction de l'observation, l'observation peut être narrative ou attributive. Alors, pour l'instant, l'alignement des planètes, si vous me permettez l'expression, pardon, l'alignement des paradigmes va correspondre. Peut-être qu'après, on va mélanger un peu les pièces pour voir si vous suivez l'action en tout cas. Une observation narrative, c'est raconter l'histoire, non pas de l'autre, mais l'histoire de mon observation. Je vais tenter de récolter un maximum d'événements. On voit la proximité avec la globale. L'outil privilégié de cette observation narrative, c'est le carnet de bord, qu'on a aussi d'ailleurs approché dans la méthode sociologique déjà évoquée à quelques reprises. À l'opposé de ça, l'observation attributive, eh bien, c'est un petit peu comme dans un entretien quantitatif, un entretien où j'ai non seulement mon guide, mais j'ai aussi la grille, qui sont parfois extrêmement proches au point de se superposer. Une observation attributive, c'est j'observe une attitude, j'observe quelque chose qui se déroule sur la scène observée, je peux directement lui attribuer quoi? Un sens. Donc ici, la grille d'observation va avoir un effet non négligeable sur ce degré d'attribution. Au plus j'attribue, surtout a priori, au plus je suis à nouveau dans le paradigme quantitativiste. On va retrouver cette distinction, mais là, méfiez-vous. Hein, donc l'inférence, qui est un mot très statistique, eh bien, quand je fais de l'attribution, je fais de l'inférence. Cette attribution, ce degré d'inférence peut être plus ou moins fort, plus ou moins faible. On pourrait presque dire que il n'y a pas d'observation sans inférence. C'est-à-dire que même celui qui se prétend être dans l'observation globale, dans l'observation narrative, il y a quand même un certain degré d'inférence puisqu'il va relever, on l'a dit dans l'introduction, certains éléments que d'autres n'auraient pas relevés et négliger des éléments que d'autres auraient au contraire relevés. L'inférence forte, encore une fois, signale bien l'appartenance à un paradigme beaucoup plus quantitatif, bien entendu. On va voir que cette inférence, ici, je l'évoque, dans le cadre immédiat, présent de l'observation. Parce que cette inférence, elle aura à se faire. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas encore moins d'interprétation sans inférence. D'accord ? Je pense que c'est important de le souligner. Ici, quand je parle d'inférence forte ou d'inférence faible, c'est pendant le décours immédiat de cette observation. On va voir que dans la globale et narrative, cette attribution, cette inférence, puisque j'ai fait un rapprochement entre ces termes-là, va se faire a posteriori cette fois, pour retrouver les caractéristiques d'analyse plus qualitative. Il va de soi que si j'évoquais le récit de vie, le carnet de bord, il va de soi que la retranscription de l'observation va être la base de travail sur laquelle va travailler, excusez-moi de ce chat, va travailler l'inférence juste après. Poursuivons avec deux autres adjectifs qualificatifs, l'un étant formulé positivement, l'autre négativement. On a déjà parlé d'observation participante dans le cours de sociaux avec Alain Touraine. On a déjà parlé aussi dans la méthode sociologique. C'est assez logique puisque c'est un héritage, devrais-je le dire, des anthropologues qui allaient donc observer, en participant ou pas, à la vie des groupes ainsi observés. Une observation participante a un intérêt intégrant, intégratif pour l'observant, avec ce phénomène de lissage, d'accoutumance des observés qui est intéressant. L'observation non participante, c'est bien entendu celle qui se recule. Je me positionne comme un observateur, je n'agis pas, je n'interviens pas, je ne participe pas à la vie du groupe, bien entendu. Grand débat, surtout quand le chercheur est un cadre ou un futur cadre, bien entendu, puisque ce degré de participation interroge le fameux rapport d'implication-distanciation. Alors, stricto sensu, une observation non participante n'existe pas vraiment. Ce qu'on appelle une observation non participante, c'est le statut d'observateur externe. Même si, on l'a bien dit, cet observateur, même s'il se veut très très discret, il influence inévitablement. Même quand il y a un miroir sans teint, par exemple, il y a quelques scènes célèbres dans certains films. Adjectif suivant, longitudinal ou transversal. Alors, longitudinal, transversal. Longitudinal, je prends souvent comme analogie, et ce n'est pas une analogie, vous avez vu, c'est le mouvement du travelling, on est à la caméra. Donc une observation longitudinale, c'est une observation
prolongée dans le temps, dans la durée, en utilisant ce phénomène de temporalité dans le lissage de la présence de l'observateur. Je vais encore de vous en parler. L'observation transversale, c'est des séquences, des shoots, comme on dit en photographie, puisque là, on est beaucoup plus proche de la photo qu'on était dans le cinéma dans le précédent. Donc, c'est sur des périodes données, avec des groupes ou des personnes bien particulières. Encore une fois, il y a un phénomène de réductionnisme dans la transversalité qui va, quelque part, agir comme la focalisation évoquée avec la première ligne de cette diapositive. Alors, quand je dis observation naturelle, nous sommes tous dotés de capacités, on a un appareil sensoriel, nos 5 sens, parfois même un 6e pour certaines personnes. On va arrêter la plaisanterie tout de suite. Ce qu'on appelle l'observation naturelle, c'est pas de celle-là dont je parle. L'observation naturelle, c'est quelque part, j'observe la situation sans vouloir la modifier. Mais vous savez que vous la modifiez déjà parce que vous l'observez. Vous voyez le nombre de fois que j'ai insisté sur cet aspect-là, bien entendu. Donc, le milieu naturel de la situation, de la vie du groupe, elle sera manipulée au contraire si j'introduis quelque chose, si j'aménage la situation et j'observe la modification de comportement, donc la nouvelle attitude adaptée à l'introduction de cette manipulation. Donc manipulation est ici utilisée dans son sens méthodologique, donc j'introduis une donnée, un élément qui n'était pas présent dans la situation dite naturelle. Là, qu'on soit dans l'un ou l'autre des paradigmes, c'est pas sur ces questions-là qu'on va faire la différence. L'avantage de tous ces adjectifs que vous avez ici vont vous permettre d'imaginer différentes combinaisons. Alors, il y en a qui sont difficilement imaginables. N'oubliez pas la cohérence de vos choix en lien avec la méthode et encore plus avec la problématique poursuivie. Il va de soi que toutes les combinaisons ne sont pas possibles et il y a une bonne manière justement de construire une observation, de construire le guide et la grille, puisqu'on peut réutiliser les mêmes termes que pour l'entretien. Je vous rappelle que dans un entretien, il y a toujours de l'observation, a priori, pendant et a posteriori de cet entretien, bien entendu. Je reviens sur des considérations, des critères d'ordre méthodologique. Si vous utilisez l'observation, les conditions de celle-ci doivent être les mieux définies possibles, afin justement que les techniques utilisées d'observation, de recueil des données, voire après par la suite des traitements des données, puissent être rigoureusement respectées, voire même reproductibles. On retrouve bien tout l'intérêt de structurer cet outil, qu'il soit à visée qualitative ou quantitative, peu importe, puisque, encore une fois, vous utilisez un moyen de perception humain à des visées de vérification ou de compréhension selon l'univers que vous allez préférer. Il est bien entendu temps de préciser un certain nombre de choses sur ce qu'on appelle une grille d'observation. Alors, cette grille d'observation va faire le même effet que la grille d'entretien, donc c'est lié à l'attribution, encore une fois, quand et comment va se faire cette attribution, est-elle une inférence forte ou faible, est-elle immédiate ou a posteriori, tout ça va avoir des influences bien entendu. De grandes manières de constituer une grille d'observation. On va voir que les flux de construction de ces deux techniques ne sont pas les mêmes et on s'apparente bien entendu tantôt plus dans un univers quantitatif, tantôt plus dans un univers qualitatif bien entendu. On commence par la technique des catégories et là on est très probablement dans une pratique plus cadrante. Ça veut dire que j'arrive sur le terrain à observer avec une grille d'observation qui a déjà un certain nombre de catégories établies. Et donc, je m'attends, voilà un mot que j'utiliserai souvent, et puis s'il y a des attendus, il y aura des inattendus dans une balise qu'on va consacrer prochainement à l'analyse de contenu. On a déjà parlé d'attendus, d'inattendus, particulièrement dans les pratiques les plus qualitatives. Ici, on est dans l'attendu, donc on est dans l'univers du quantitatif. Ces catégories, qu'on va appeler des unités de sens, elles ne tombent pas du ciel parce que sinon elles seraient le fruit de mes représentations sociales. Je vais quelque part les élaborer, ces unités de sens, à l'aide d'un certain nombre d'indices. Et ces unités de sens et ces indices, j'aurais pu prendre indicateurs, sont déduites du concept. On voit bien qu'on est dans une démarche qui va de la théorie à la pratique. Ça veut dire que ma démarche conceptuelle me donne un certain nombre d'indices observables, vous l'aurez compris,
que je retrouve dans ma grille d'observation avec des étiquettes qu'on appelle des catégories. Vous allez voir que ce mécanisme de catégorisation, qu'on peut par exemple retrouver dans une observation qui se rattacherait à une méthode différentielle, par exemple, nécessite que chacune des catégories, on a déjà vu ça en statistique, que chacune de ces catégories soit exclusive et univoque. Ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité de discuter, on voit bien que c'est très déterministe, pardon, quantitativiste, mais c'est pareil, on est bien d'accord. Exclusive et univoque, ça veut dire qu'une observation va rentrer dans une et une seule catégorie sans que je puisse douter. On voit bien que tout ça nécessite un travail a priori déduit du concept, c'est encore l'idéal. Alors, quand vous me voyez dire l'idéal, c'est que ça ne va pas forcément être effectif. C'est que cette grille d'observation, constituée par un certain nombre de catégories, devrait pouvoir épuiser toute la situation, toutes les réalités observables. Ça reste quand même relativement difficile, très probable que des phénomènes de focalisation, d'inférence, etc. puissent avoir lieu, bien entendu. L'autre technique, qui va quelque part dans l'autre sens que celle que je viens de quitter, la technique des signes, j'ai bien dit signes et pas symptômes, bien entendu, est inévitablement beaucoup plus exploratoire. Ça veut dire que l'analyse et plus encore l'inférence va être amoindrie, ou en tout cas va se faire a posteriori. Retenez bien toujours cette distinction. C'est-à-dire que mon observation va essentiellement récolter des signes. Vous avez vu le nombre de fois que j'ai fait le geste avec les mains. Je vais récolter un max, jamais tout, un max de signes que je vais dans un second temps, voire même dans plusieurs temps, on verra ça dans l'indice de contenu, attribuer à une donnée particulière. Le résultat, ça va être aussi l'élaboration peut-être d'un certain nombre de catégories. On aura le temps d'y revenir. D'ailleurs, j'utilise à nouveau attendu, mais aussi inattendu, parce que je peux m'attendre à observer un certain nombre de signes, probablement parce que vous avez élaboré une démarche conceptuelle, probablement aussi parce que vous avez votre idée sur la problématique. C'est bien normal, vous êtes aussi humain que les gens que vous allez observer, mais aussi des inattendus, ça veut dire des attitudes, des comportements, des conduites qui ne vont pas correspondre à vos attentes, correspondre à vos représentations sociales, même conceptuellement construites, bien entendu. On voit bien que le mécanisme vont être extrêmement utiles. Et ce qu'on va souligner dans l'analyse de contenu, surtout quand elle se veut plutôt tournée vers le qualitatif, donc vers l'exploration, la découverte, la clinique, pourquoi pas, c'est qu'on peut très très bien jouer des deux. C'est ainsi que je vous présenterai cet outil de traitement des données qu'on appelle l'analyse de contenu. J'aurais dû dire les analyses de contenu, bien entendu. Je vais vous donner par la suite un exemple qui peut se lire dans l'autre sens, puisqu'en réalité, ici, je débute, puisque la diapositive suivante me parlait de la technique des signes. Je commence, vous l'avez vu, à droite de la diapositive, parce que je vais mettre après des choses dans l'autre colonne. Dans d'autres colonnes, on voit bien qu'on retrouve là induction, déduction, si vous avez suivi mes mains. Ici, on est bien face à des indicateurs, des indices, on pourrait parler d'items, enfin bref, ce sont des détails qui peuvent se justifier quand on a décomposé les choses. Et bien de soit que si je dis indicateur, je vais très très vite y arriver. Si je dis item, il va falloir des étapes supplémentaires. Je vous renvoie vers l'arborescence qu'on a utilisée à 2-3 reprises dans nos cours. C'est-à-dire qu'ici, je récolte. J'avais peut-être probablement un certain nombre d'indicateurs envisagés par avance, ou même dans les méthodes les plus qualitatives, la clinique par exemple, je me place comme un naïf, ça veut dire que je pars avec rien, ou en tout cas idéalement rien, et je récolte tout ce qui peut imaginer. Tout ce qui peut s'observer plus exactement, puisque l'imagination et l'observation sont bien entendu deux choses différentes. Pardon pour ce lapsus donc. Et si tous ces signes sont récoltés, et dans un second temps, l'attribution puis l'inférence va pouvoir se faire. Ici, la problématique tournait autour des manifestations de stress ou d'anxiété. On aura préféré le mot stress, mais on a voulu rajouter celui-là dans les salles d'attente des services d'urgence, puisque pour un certain nombre d'entre vous, vous savez que j'ai travaillé dans cet univers-là, bien entendu. Et on voit bien ce mécanisme d'inférence qui va rassembler dans des sous-catégories, puis dans des catégories. Donc, s'il y a du non-verbal, il y aura probablement une catégorie verbale. On voit bien que la façon de construire, la technique des signes va remonter le courant vers les grandes catégories,
À l'inverse, la technique des catégories part avec des catégories, quitte à négliger un certain nombre de signes qui ne rentrent pas dans des catégories prédéterminées. On est bien là dans un univers proche du questionnaire, alors que la technique des signes est beaucoup plus proche de la technique d'entretien, d'observation, puisqu'ici on parle d'observation des plus qualitatives. Nous allons terminer cette balise. Alors pourquoi je vais relativement vite? Parce que beaucoup d'éléments ont déjà été soulignés. Je vous rappelle que les éléments ne sont pas hermétiquement séparés entre les trois outils d'enquête. Ici, on s'intéresse à l'observation et comme à chaque fois, on reprend les grandes étapes dans la construction. On a vu ça pour le questionnaire, on a vu ça pour l'entretien, qu'il soit individuel ou collectif. On voit ça maintenant pour l'observation. Je pourrais dire que d'une manière générale, peu d'étudiants ont recours à l'observation stricto sensu parce qu'elle nécessite une logistique, du temps, de l'énergie beaucoup plus importante que dans les deux autres outils élaborés précédemment. On retrouve toujours le même premier point, hein, on retrouve des similitudes inévitablement. Pour pouvoir connaître les variables à observer, il faut quand même que je puisse déterminer mon objet d'étude ou plus exactement ma problématique. De cet objet d'étude dit problématique, j'ai un certain nombre de variables. Ces variables, je vais les décliner. Vous avez vu mes mains comme l'arborescence. On a un certain nombre d'indicateurs, d'indices, d'items, bien entendu, qui vont nous permettre tantôt d'élaborer des catégories préétablies ou au contraire de récolter un certain nombre de signes. On peut imaginer, bien entendu, surtout si on est dans une démarche a prioriste, de pouvoir le coder. Donc, si vous utilisez cette étape-là, c'est que probablement vous êtes dans une observation attribuée à une méthode plus quantitative, donc expérimentale ou différentielle. J'ai pris l'exemple du différentiel, bien entendu, mais n'oubliez pas que vous soyez dans l'un ou l'autre des paradigmes ici méthodologiques, l'importance du pré-test. C'est-à-dire que on attribue souvent la notion de pré-test au questionnaire, mais c'est une notion qui s'applique méthodologiquement, rigoureusement si vous préférez, à tout outil ici d'enquête. À tout outil d'enquête, le test est nécessaire. Tester la grille d'observation, c'est aussi tester la manière dont moi, l'observateur, je récolte tantôt les signes ou tantôt j'attribue les observations à une catégorie de sens, une unité de sens pour reprendre un mot de tout à l'heure. Nous sommes quasiment à la fin de cette vidéo. Nous sommes à la fin aussi de ces trois outils d'enquête puisque je viens de les rappeler. Ce sont bien des outils. Alors, un outil n'est rien sans son utilisateur, l'artisan, DSD quelquefois. Cet outil est au service, certes de l'artisan, mais d'un artisan qui a choisi une méthode. C'est d'ailleurs un exercice auquel vous vous êtes prêté lors de votre deuxième année par la MESO-EI. Et cette méthode et les outils qui lui correspondent, c'est important de rajouter qui lui correspondent, va être utilisé pour expliquer ou comprendre, histoire de retrouver nos paradigmes, une problématique que vous avez choisie et qui évolue inévitablement au fil de cette aventure qu'on appelle la recherche ou l'épreuve intégrale. Alors, les outils pour préparer la suite, bien entendu, on vient de les quitter, les outils de recueil des données, parce qu'avant de pouvoir traiter des données, il faut les avoir recueillies. Et c'est là aussi, j'ai failli dire une aberration, pardon madame l'inspectrice, une aberration dans le dossier pédagogique, c'est qu'au cours de votre UE4, qui est souvent en deuxième année, on a mêlé des éléments méthodologiques de traitement, alors que les outils de recueil n'avaient pas été encore élaborés. Chaque chose en son temps, c'est ainsi que j'ai voulu vous le présenter, hein, puisque donc les outils de recueil, on les a bien connus, on vient de les quitter. Les outils de traitement de données, donc, qui vont agir pour traiter, analyser, si vous préférez, les données recueillies tantôt par un questionnaire, tantôt par un entretien, tantôt par une observation, sont tantôt les statistiques. Et là, vous me dites, ouais, mais il y a d'office le questionnaire. Oui, c'est vrai que le questionnaire semble réclamer comme une évidence la statistique. Oui, mais quel type de questionnaire, puisqu'on a vu toute la panoplie. On pourrait donc imaginer un exercice pour vos macro-EI, tenter d'utiliser tous les outils dans toutes les méthodes avec bien entendu le deuxième outil de traitement des données puisqu'il a bien fallu équilibrer la balance des paradigmes puisque l'approche statistique est très quantitative, l'analyse de contenu peut devenir progressivement qualitative. On aura l'occasion de la découvrir dans une capsule vidéo à venir. Je reviens très brièvement sur l'exercice qui aurait pu être intéressant mais qui s'avérerait un tout petit peu lourd. Vous vous rappelez qu'il y a 5 méthodes. Imaginez dans les 5 méthodes l'utilisation de 3 outils
avec deux outils de traitement de données différents, vous imaginez déjà toutes les combinatoires possibles qui existent au sein d'un univers méthodologique, même s'il y a des situations qui seraient très farfelues, rigoureusement inabordables et même non recevables, en tout cas pour le prof de méthodologie je suis que je suis devenu. C'est ici que se termine cette vidéo. Nous la reprendrons avec un outil de traitement que nous allons découvrir, des outils de traitement, puisqu'il y a plusieurs manières de concevoir l'analyse de contenu et plus exactement à quoi on la destine après avoir recueilli des données. N'hésitez pas à me laisser vos questions et vos commentaires ou par mail ou lors d'une séance de foire aux questions en visioconférence ou en live si tout ça est bien permis. À bientôt!